il y a bien des idées reçues concernant l'Antiquité. Et parmi ces idées reçues, il y a l'idée que le travail était exécuté très majoritairement par les esclaves, qu'il s'agisse de la Grèce ou qu'il s'agisse du monde romain. C'est pour remettre en place les choses que je vais m'attacher aujourd'hui à un sujet qui me semble particulièrement important, qui est celui des travailleurs dans le monde romain du IIe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors je vais tout à fait logiquement commencer par définir les termes ou les notions qui apparaissent, qui interviennent dans ce titre. Tout d'abord, la notion de monde romain. Alors, si j'utilise la notion de monde romain, c'est à dessein, parce que les 2 siècles qui précèdent notre ère correspondent, sur le plan institutionnel, à Rome, à une république. Les 5 siècles qui suivent Jésus-Christ correspondent, sur le plan institutionnel, à un État impérial. Donc je ne pouvais pas déjà dire dans la République romaine, je ne pouvais pas dire non plus dans l'Empire romain, donc j'ai dû trouver un terme qui recouvre les 2 notions, c'est pour ça que j'ai choisi le terme de monde romain. Bon. Alors si je fais cette remarque, c'est simplement pour que vous-même, lorsque vous allez enseigner, vous ne tombiez pas dans des pièges qui vous seraient évidemment tout de suite reprochés lorsque je viendrai faire une visite de stage. Si vous mettez la République, et je vois que vous allez 2 siècles après, ou l'Empire, et que vous commencez au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ben voilà, il y a un problème, à moins que vous ne définissiez la notion d'Empire dans son sens alors plus large dans votre introduction. Mais il faut toujours être très précis. Bon, ça c'est tout d'abord pour, je dirais, l'aspect géographique. Ensuite, je vais du IIe siècle avant au IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, si je prends ces dates-là, c'est parce que c'est aux 2 premiers siècles avant Jésus-Christ que se met en place et connaît sa plus grande extension un système que l'on appelle la villa romaine, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Ensuite, je vais jusqu'à la fin du IVe siècle, parce que pour le Ve siècle, je n'avais pas de chiffres ou d'exemples précis à vous donner. Et puis vous savez que le Ve siècle est une période particulièrement turbulente, hein, puisqu'il y a les grandes invasions, etc. Donc ça aurait peut-être faussé un petit peu la vision d'ensemble. Ensuite, maintenant, il y a le terme le plus important, c'est celui de travailleur. Alors vous voyez que j'ai bien dit travailleur. Alors en utilisant un terme aussi large, cela me permet d'aborder la stratification sociale de ceux qui travaillent, justement. Donc je ne me limite pas à un groupe d'individus, il sera question aussi bien des esclaves que des affranchis ou des travailleurs libres. Entendu? Voilà. J'aborde donc maintenant le sujet. Je vous ai dit que je pars d'une idée reçue, parce qu'en général, dans une leçon, il faut essayer d'avoir un fil directeur qui conduit à la définition d'un problème, pour résoudre plutôt un problème, et votre cours doit se présenter sous la forme d'une démonstration, je dirais, ce qui paraît quand même un peu plus intéressant que d'avoir un fil purement chronologique. Voilà. Vous voyez qu'en général, les thèmes que j'aborde sont plutôt des sujets d'ailleurs thématiques, hein, que des sujets strictement chronologiques. Hein. On n'est plus à l'époque où on essayait de remplir la tête des élèves et des étudiants par des multiples dates, par des traités diplomatiques. Hein. Je crois qu'on essaye de choisir maintenant, à l'heure actuelle, des sujets qui ont rapport avec le monde contemporain. Et quel sujet est plus particulièrement intéressant en rapport avec le monde contemporain, c'est le sujet du travail, justement. Je dirais peut-être, hélas,
mais le travail peut être quelque chose d'intéressant, je vous l'ai dit, et c'est ce que j'ai abordé la semaine passée dans le cadre de mon cours de philosophie, puisque j'ai abordé le travail de ce point de vue-là dans un autre cours, hein, bien entendu. Bon, ici, on voit les choses d'un point de vue historique et dans un cadre qui concerne l'histoire de l'Antiquité. Alors, comment aborder le sujet? Il y a tout d'abord le problème des sources, comme toujours en histoire. Les historiens travaillent à partir de documents. Ils n'établissent pas des raisonnements de type spéculatif. Autrement dit, toute affirmation qui participe d'un raisonnement doit être étayée, soutenue par des documents. Alors, quels sont les documents en l'occurrence? Il y a d'une part des documents écrits, autrement dit des sources narratives, et il y a d'autre part des sources archéologiques. Je vais revenir sur ces deux types de sources dans le cours de mon exposé. Alors, il y a ensuite les groupes, ou plutôt les secteurs d'activité sur lesquels je vais me pencher. Il y aura tout d'abord ce que l'on appelle, dans le langage des économistes, le secteur primaire. Je vous rappelle que le secteur primaire, c'est celui qui est lié directement aux ressources naturelles. Il y a ensuite le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur de la transformation de ces ressources naturelles. Et là, je me pencherai plus particulièrement sur l'artisanat. Et il y a enfin le secteur tertiaire, qui est le secteur des services. Donc, successivement, je vais aborder ces trois secteurs avec un problème en tête, c'est de savoir comment s'opère le partage ou la division du travail entre les esclaves et les hommes libres, et d'autre part, de voir quelle est la proportion d'esclaves et d'hommes libres, si ça peut être fait, parce que vous vous doutez bien que pour l'Antiquité, on n'a pas des sources statistiques comme celles qui peuvent être établies par l'Office de l'Emploi à l'heure actuelle, hein, ou par le ministère de l'Emploi, hein, et donc, je dis bien, on va essayer de quantifier dans la mesure du possible, même à la grosse louche, on ne peut faire que ça pour l'Antiquité, avec des réserves d'usage, la proportion donc d'esclaves et d'hommes. Donc vous avez bien retenu ma problématique, c'est on va étudier donc successivement les trois secteurs classiques définis par les économistes dans l'économie, secteur primaire, secondaire et tertiaire, et ensuite je vais essayer de m'attacher pour voir dans quel secteur on trouve le plus d'esclaves, et la réponse qu'il faudra donner dans la conclusion est de savoir pourquoi et dans quel cadre le mode de production esclavagiste a-t-il pu être pas tellement possible, mais surtout utile? A-t-il eu du sens du point de vue économique? Tu peux arracher ta feuille tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui m'agace plus que de l'arracher lentement, surtout quand c'est quelqu'un qui est devant moi. Ok, voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder d'abord, dans une petite introduction, le problème du nombre d'habitants dans l'Empire romain. Au 1er siècle de notre ère, les chiffres qui sont le plus souvent avancés sont ceux-ci: entre 60 et 70 millions d'habitants pour l'ensemble de l'Empire romain, parce qu'à cette époque-là, l'Empire romain a pratiquement la surface, la forme définitive qu'il va garder jusqu'au 5e siècle. Il y aura encore quelques conquêtes, mais qui ne seront d'ailleurs que temporaires, au 2e siècle. Je pense en particulier à la conquête de la Dacie, ça correspond en gros à la Roumanie, à l'époque de Trajan, donc au tout début du 2e siècle. Ben, ce ne sera que pour 150 ans pratiquement, puisqu'au 3e siècle, la Dacie sera perdue à nouveau. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait une romanisation
relativement profonde, même si elle n'a duré qu'un siècle et demi, au point que les habitants qui habitent maintenant dans l'ex-territoire de la Dacie parlent une langue issue du latin. Hein. Donc les Roumains parlent une langue issue du latin, et d'ailleurs le nom même du pays est tiré directement de la Rome antique. Roumain vient évidemment de Romanie. Hein. Je crois qu'il ne faut pas être un grand clerc pour le deviner. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, d'après les chiffres avancés par un grand spécialiste de l'histoire romaine, et plus particulièrement de l'histoire économique et sociale de Rome, c'est-à-dire Jean Andreau, je vais vous montrer ses ouvrages tout à l'heure, pour lui, il y aurait eu au maximum 20% d'esclaves pour l'ensemble de l'Empire romain, donc 20% d'esclaves pour l'ensemble du monde romain, et il y aurait une ventilation des esclaves qui serait évidemment différente suivant les régions. La région qui a connu le plus grand nombre d'esclaves, c'est l'Italie. En Italie, il y aurait eu entre 30 et 40% d'esclaves sur la population totale de l'Italie. Donc ça veut dire que pratiquement une personne sur 3 ou sur 2 qui vivait en Italie était un esclave. Ce qui correspond à entre 2 ou 3 millions d'esclaves en Italie. Donc vous avez bien compris, d'après le rapport, le ratio que je vous ai donné, qu'il y avait aux environs de 6 millions, 7 millions d'habitants en Italie au 1er siècle de notre ère. Voilà. Quelques chiffres pour commencer. Alors maintenant, on va aborder le premier secteur d'activité économique, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ce premier secteur d'activité économique, c'est évidemment le secteur, et j'espère que maintenant les choses sont bien fixées dans votre tête, le premier secteur d'activité avant la révolution industrielle du XVIIIe siècle, c'est bien sûr l'agriculture. Donc la grande majorité des habitants du monde romain vivaient de l'agriculture, donc étaient des paysans. Alors, pour les 2 siècles qui précèdent Jésus-Christ, donc 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, domine, et ce système va perdurer après notre ère, mais en tout cas c'est le moment où ce système a connu son apogée, le système de la villa. Alors, qu'est-ce qu'une villa ? Ça n'a bien entendu rien à voir avec la notion actuelle, je crois vous l'avoir déjà dit, qui correspond à une maison 4 façades, avec un jardin, et plus particulièrement partout dans nos régions. Si vous allez ici à à 1 ou 2 kilomètres de Nivelles, vous aurez des villas, c'est-à-dire des maisons qui ne sont pas jointives, l'une à côté de l'autre, mais qui sont des maisons séparées les unes des autres, avec un petit jardin, un garage, etc. Bon, ça c'est la villa dans le sens où nous l'entendons maintenant. La villa romaine, ce n'est pas cela du tout. C'est un domaine foncier. Alors, ce domaine foncier, comment nous le connaissons-nous? Eh bien, grâce à des auteurs latins, des auteurs romains, qui se sont plus particulièrement intéressés donc, au système de l'agriculture et, encore plus précisément, à la gestion de ces domaines fonciers. À la gestion de ces domaines fonciers. Alors, quels sont ces auteurs? Il y a tout d'abord, au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien. Caton, c'est C-A-T-O-N.
Platon, l'ancien, qui écrit un ouvrage qui s'appelle Sur l'agriculture, en latin, si vous voulez faire un peu savant, c'est De Agricultura. De, ça veut dire à propos de ou sur. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième auteur qui vit un siècle plus tard, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit de Varron. V-A-R-O-N. Enfin, dernier et troisième auteur, il y a Columelle. C-O-L-U-M-E-2-L-E. Columelle. Donc, ce sont des auteurs qui ont écrit des traités sur ces villas et ils ont profité de la rédaction de ces traités pour donner un certain nombre de conseils aux gestionnaires et aux propriétaires de ces domaines. Je distingue, vous avez vu, propriétaire de gestionnaire, parce que souvent, et on va le voir dans un instant, il y avait des intendants qui géraient le domaine, la villa, pour le profit d'un personnage riche qui pouvait vivre à Rome ou dans une autre ville, mais qui ne vivait pas obligatoirement sur place. Alors, où trouvait-on ces villas? Alors, on les trouve principalement en Italie et plus particulièrement encore dans l'Italie centrale et dans l'Italie méridionale, ce qui correspond en gros à deux provinces où elles sont nombreuses, c'est-à-dire d'une part le Latium, L-A-T-I-U-M, et d'autre part la Campanie, C-A-M-P-A-N-I-E, la Campanie. Il y a des régions de l'Empire romain où les villas sont beaucoup moins fréquentes, beaucoup moins nombreuses. Autrement dit, ce sont des régions où dominent d'autres types de propriétés, et en particulier la petite propriété. Vous avez des petits paysans. Par exemple, la Gaule lyonnaise la Gaule belgique, à cette époque-là, Belgique était un adjectif, l'Égypte, où donc le principe du domaine foncier que l'on appelle la villa était beaucoup plus rare. Alors maintenant, la dimension de ces villas. Alors, ces villas n'étaient pas spécialement immenses comme on pourrait l'imaginer. Les villas romaines, ce ne sont pas des latifundia. Entendu? Les latifundia, on les trouve en Sicile, on les trouve aussi dans le sud de l'Italie, on les trouve dans différentes régions de l'Empire, mais un latifundia, là, c'est en fait un domaine vraiment immense. Alors, les villas romaines se situent donc sur le plan de la superficie entre donc la petite propriété et le latifundia, le latifundium, on va dire, au singulier. Ça veut dire le fond, la terre grande, littéralement, latifundium. Alors, ces villas romaines pouvaient avoir 5, 10 hectares, 20 hectares, au maximum 50 hectares, pour vous donner la dimension de la grande majorité des villas romaines. Alors maintenant, après avoir défini dans cette introduction relative aux villas romaines, d'une part,
leur situation dans le temps, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, leur localisation dans l'espace, je vous ai dit surtout en Italie centrale et en Italie méridionale, après avoir également précisé la dimension, en gros entre 10 et 50 hectares, nous allons passer maintenant à la gestion proprement dite et à la répartition, je dirais, des travailleurs entre, d'une part, les esclaves et d'autre part, les hommes libres. Alors, que nous disent, ou sur quoi nous informent les auteurs que je vous ai cités il y a quelques minutes, à savoir Caton l'Ancien, 2e siècle avant Jésus-Christ, Varron, 1er siècle avant Jésus-Christ, et Columelle, 1er siècle après Jésus-Christ. Que nous disent-ils? Eh bien, ils nous expliquent que les villas sont dirigées par un intendant. Un intendant qui porte le nom de villicus, V-I-2-L-I-C-U-S. Ce villicus est en général accompagné de sa femme pour la gestion du domaine, et tout à fait logiquement, elle porte le nom de villica au féminin. V-I-2-L-I-C-A. L'intendant, c'est vraiment le gestionnaire sur place qui dirige l'exploitation au nom du patron, si je puis dire, du propriétaire, pour être plus précis, parce que le terme patron à Rome a une signification bien précise dans le cadre des clientèles. On apprend quelle est la structure et la ventilation du personnel dans certains domaines. Donc là, je ne vais pas revenir sur des détails de certaines villas. Ce qui est intéressant, c'est que le travail se fait en équipe, avec des chefs d'équipe, que l'on appelle souvent des décurions, que les esclaves constituent la majorité des travailleurs, de ceux qui travaillent la terre. N'oubliez pas que dans ces régions-là, il y a, comme dans toutes les régions méditerranéennes, un certain nombre de produits qui reviennent souvent. C'est les oliviers, les vignes, et la culture du blé. On a vu ça en Grèce, voilà, dans d'autres régions méditerranéennes. Toutefois, il ne faudrait pas avoir une vision trop étroite, et c'est l'objet, c'est même le but de cet exposé, et revenir avec cette fameuse idée reçue qu'il n'y aurait que des esclaves qui travaillaient la terre. Dans ces villas romaines, je ne parle pas bien entendu des petites propriétés dirigées par des paysans libres qui travaillent leur propre terre, ça semble aller de soi. Mais il y a justement des travailleurs libres qui viennent à certains moments de l'année. Ce sont des saisonniers. On pourrait dire également des journaliers. Ce système, je vous le signale, existe toujours à l'heure actuelle. Vous pouvez, vous, en tant qu'étudiant, aller au mois de septembre faire les vendanges en France, par exemple, donc, et vous serez payé à la journée, au nombre de jours où vous aurez travaillé. Alors, ce sont évidemment les moments de l'année pour l'agriculture où c'est le coup de fusil, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail. Donc, dans ces cas-là, il y a cette main-d'œuvre permanente constituée par les esclaves, qui sont là toute l'année, mais pour éviter que ça ne coûte trop cher, on engage à la journée, à des moments précis, au moment des moissons, parce que là, il y a un travail considérable,
au moment des vendanges ou au moment de la fauchaison, lorsqu'il va falloir couper les herbages pour donner la nourriture aux animaux. Donc à ces moments précis, donc, le villicus, c'est-à-dire le gestionnaire, l'intendant du domaine, qui est un esclave, mais de première catégorie, va engager donc des paysans libres, journaliers, saisonniers. Alors, qui sont ces paysans libres? Il peut s'agir de gens qui n'ont pas de travail et pas de propriété du tout. Il peut s'agir de petits propriétaires qui n'ont pas assez de revenus avec leur propre terre et qui donc sont bien heureux de louer leurs bras pendant quelques jours ou quelques semaines à des moments précis. Il peut s'agir également de locataires de terre qui sont libres. Je pense en particulier aux fermiers et d'autre part aux métayers. Je vous ai déjà expliqué, ou bien c'est à des étudiants d'une autre année. Bon, un fermier, c'est quelqu'un qui a auquel plutôt le propriétaire a donné à ferme donc sa terre. Je vous ai déjà expliqué ça. Oui, bon. Ben alors je serai plus bref. Mais non, un fermier, c'est donc pas un propriétaire, comme on peut le croire de nouveau à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, un fermier, normalement, c'est pas un propriétaire. Au sens juridique du terme, c'est quelqu'un qui a pris à ferme une terre et qui verse donc un loyer au propriétaire de la terre. Un métayer, c'est quelqu'un qui a un autre type de contrat, puisque pour lui, les outils, à l'inverse du fermier, sont fournis par le propriétaire de la terre et la moitié de la récolte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va au propriétaire, lui-même n'en gardant donc que l'autre moitié. Métayer vient d'un mot meta, en italien, vous savez que ça veut dire la moitié. Ça va? Bon. Donc vous voyez qu'il y a une variété assez importante finalement parmi les travailleurs de la terre. Il y a d'une part les esclaves qui sont là de manière permanente, il y a ensuite des travailleurs libres. Alors quand je dis des libres, ça peut être d'une part des mendiants, des gens qui n'ont pas de boulot du tout, ça peut être des petits propriétaires et ça peut être aussi des locataires, qu'ils soient fermiers ou qu'ils soient métayers. Donc vous voyez qu'il y a 4 catégories de libres que je viens d'évoquer maintenant. Ça, c'est donc pour l'agriculture. Il faut savoir aussi que les esclaves sont arrivés en grande quantité au IIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ en Italie. Pourquoi? Parce que c'est l'époque des grandes conquêtes. Les grandes conquêtes en Orient. C'est l'époque où l'Empire romain va conquérir les différents royaumes hellénistiques qui sont issus de l'empire d'Alexandre le Grand. Et donc vous allez avoir de nombreux esclaves qui vont arriver. Sans parler des territoires qui en Occident vont être conquis aussi à cette époque-là, hein, la plus grande partie de l'Espagne, enfin oui, presque toute l'Espagne, parce qu'il y avait une partie qui avait déjà été conquise au IIIe siècle à l'issue des guerres puniques. Il y a également les Gaulois. Il y a des centaines de milliers de Gaulois qui vont arriver en Italie à ce moment-là aussi, hein, comme esclaves. Par contre, à partir du 1er siècle de notre ère, je vous ai dit, on est arrivé au bout des conquêtes de l'Empire romain, à part quelques conquêtes qui vont intervenir, mais qui ne sont pas très nombreuses, comme la Bretagne, à l'époque de Claude, comme je vous ai dit, la Dacie, à l'époque de Trajan, au début du IIe siècle de notre ère, mais enfin, pour le reste, l'Empire romain est pratiquement constitué à l'époque d'Auguste, c'est-à-dire au tournant, je dirais, de notre ère, de l'ère chrétienne. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un ralentissement dans la possibilité d'acquérir des esclaves
puisqu'il n'y a plus de conquête, il n'y a plus évidemment d'arrivage venant d'extérieur, et donc les maîtres, à partir de ce moment-là, doivent tenir compte essentiellement et doivent favoriser, je dirais, la reproduction interne dans les domaines. Alors, il y a des auteurs qui disent « mais non, c'est une mauvaise idée », d'autres qui disent « mais non, on a intérêt à reproduire le cheptel ». N'oubliez pas que les esclaves sont considérés comme des animaux. Donc on a intérêt à renouveler son troupeau d'esclaves. Alors il y en a certains justement qui disent « ah ben oui, mais il vaut mieux renouveler parce que effectivement il y a des catégories d'esclaves qui ont un boulot particulièrement difficile, en particulier les bergers, qui ont des conditions extrêmement modestes, qui travaillent dans des conditions extrêmement rudes et difficiles. Eh bien, on remarque qu'ils s'attachent davantage à leur troupeau à partir du moment où ils ont une femme esclave et des enfants. Du coup, il y a un attachement qui se produit, même si les bêtes ne leur appartiennent pas, même si le territoire sur lequel ils travaillent ne leur appartient pas non plus, il y a, comment dirais-je, un certain attachement qui fait que, pour eux, la vie a peut-être plus de sens que s'ils n'ont pas d'enfants et s'ils se retrouvent tout seuls. Vous imaginez bien, sur le plan moral, sur le plan intellectuel ou spirituel, vous imaginez, indépendamment des aspects physiques qui eux sont tout à fait évidents, quelle devait être la condition de ces esclaves. Ces esclaves, ils souffraient parce qu'on les faisait travailler jusqu'à épuisement. En général, on compte qu'un esclave travaillait 6 ou 7 ans et puis il mourait. Mais alors, en plus de ça, si vous n'avez pas de femme et que vous n'avez pas d'enfant, vous imaginez l'état de désespoir dans lequel ces gens se trouvaient. Même s'ils étaient analphabètes et tout ce qu'on veut, c'était des gens qui étaient désespérés. Désespérés, on peut l'imaginer, en tout cas, ils étaient certainement désespérés. Leur vie n'avait pas de sens. Ils ne gagnaient rien, ils travaillaient pour des gens, ils avaient de mauvais traitements et ils n'avaient pas de famille. Avouez qu'on peut comprendre dans ces conditions qu'il y a eu la fameuse révolte de Spartacus entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, qui correspond donc au texte que nous sommes d'ailleurs en train d'étudier dans le cours de critique historique pour l'instant, à partir du texte des guerres civiles d'Appien, cet historien grec du 1er siècle de notre ère. Alors, à côté des bergers qui avaient une vie difficile, vous vous souvenez de l'étymologie de berger? Non? Bien entendu, berger, pensez dans berger, vous avez le mot berg, qui veut dire la montagne, et un berger, c'est quelqu'un qui est dans la montagne. C'est le berger en allemand. Ça va? Quand enfin, ça paraît assez évident, mais parfois on l'oublie. Ce sont des étymologies très simples, mais qu'on oublie parfois. Alors, à côté des bergers, il y avait aussi ceux qui travaillaient dans les mines, qui avaient... Alors là, c'était sans doute le travail le plus dur à effectuer, et il y avait aussi les paysans, ceux qui travaillaient vraiment dans les villas, avaient un travail très dur. On va passer maintenant à un deuxième secteur. Après avoir vu l'agriculture, j'ai circonscrit le sujet, j'ai vu un petit peu à quel travail ils devaient s'adonner, j'ai vu un petit peu leurs conditions de travail, et maintenant on va donc passer, et puis alors j'ai vu que les esclaves n'étaient pas seuls, surtout à travailler sur ces terres, et que donc il y avait d'autres catégories de travailleurs qu'il ne faut pas sous-estimer du tout. Ce que j'aurais peut-être pu dire, je comptais le dire dans la conclusion, mais autant le dire maintenant avant d'aborder l'artisanat, c'est que le mode de production esclavagiste, il a un intérêt particulier pour les propriétaires fonciers. C'est qu'il permet de réduire les salaires et de les tenir le plus bas possible. Parce que les esclaves, par leur existence même, constituent une concurrence pour les travailleurs libres. Et donc, c'est un petit peu comme à l'heure actuelle, le capitalisme
a intérêt à avoir un chômage structurel d'une dizaine de pourcents, parce que les chômeurs permettent aux patrons de maintenir des salaires bas. Si on était dans un système de plein emploi, comme c'était le cas dans les années 1960, à l'époque des Golden 60s, eh bien, à ce moment-là, comme il y avait en Belgique, bon, pour l'instant, il y a officiellement 400 000 chômeurs, je crois, en Belgique, aux environs. Vous savez très bien qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'il bon, y a une série de gens qui ne se trouvent pas dans les statistiques, parce qu'ils ont plus de 50 ans, parce qu'ils ont un travail à mi-temps, à temps partiel, etc. Donc on a évidemment beaucoup plus de 400 000. Mais dans les années 60, il y avait pratiquement pas de chômeurs. On avait 20 000 pour toute la Belgique, mais enfin, on considère que c'est le plein emploi quand on arrive à un pourcentage de ce type-là. Eh bien, comme tout le monde trouvait un emploi, c'est-à-dire parce que les offres d'emploi par les entreprises étaient supérieures à la demande de ceux qui voulaient travailler, le patronat, les entreprises étaient obligées d'élever les salaires pour avoir de la main-d'œuvre. Vous voyez, au point qu'à l'époque, on a même dû chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur, puisque vous savez qu'en Belgique, entre 64 et 74, on a fait venir de nombreux Marocains, Turcs, que sais-je, déjà à la fin des années 40 et dans les années 50, jusqu'à la catastrophe du Bourg-du-Casier, on a fait venir des Italiens. Il y avait un deal entre le gouvernement belge et le gouvernement italien pour avoir de la main-d'œuvre. On avait besoin de main-d'œuvre à ce moment-là. Donc, les travailleurs belges qui ne voulaient plus travailler dans les mines et faire le sale boulot, le sale boulot, c'était évidemment pour les Marocains, pour les Turcs, etc. Et à ce moment-là, évidemment, le patronat, les entreprises ont dû augmenter les salaires. Donc, tout ça est une question de rapport de force. À partir du moment où vous mettez face à des travailleurs libres, des esclaves, ils jouent un petit peu le rôle des chômeurs. Ils permettent de tenir les salaires à la baisse. Ça va? Donc c'est une des fonctions du mode de production esclavagiste. Donc le mode de production esclavagiste, ce n'est pas un système où il n'y a que des esclaves comme travailleurs. Pas du tout. Il suffit d'avoir un certain pourcentage de gens qui travaillent gratuitement pour réduire ou maintenir à la baisse les salaires. Je crois que vous devez le noter, parce que c'est toujours d'actualité. Sauf que maintenant, il n'y a théoriquement plus d'esclaves, il y a des chômeurs, et que les chômeurs sont indemnisés, ce qui n'a pas toujours été le cas au XIXe siècle. Il y avait des gens qui étaient sans emploi, qui n'avaient même pas d'allocation de chômage. Dans beaucoup de pays du monde, c'est toujours le cas, je vous signale. Il n'y a pas d'allocation de chômage, ce ne sont pas des chômeurs, ce sont des sans-emploi. Je vous signale quand même qu'aux États-Unis, sauf erreur de ma part, les allocations de chômage ne sont accordées, je ne sais plus si c'est 18 semaines ou 28 semaines, quelque chose comme ça, et puis après c'est basta. Bon, chez nous ça s'est fortement réduit depuis quelques années, mais avant c'était presque ad vitam aeternam, si je puis dire. Bon. Alors je reprends mon raisonnement, et plutôt, pas mon raisonnement, plutôt mon cours, et je passe là au deuxième secteur d'activité. Le deuxième secteur d'activité, je vous l'ai dit, c'est l'artisanat. Alors, le secteur d'artisanat que nous connaissons le mieux dans le monde romain, c'est la poterie. La céramique, autrement dit. Ça vous paraîtra peut-être étonnant, mais je vous rappelle quand même qu'une des inventions de l'époque néolithique a été l'invention de la poterie, la céramique, justement, pour disposer de récipients qui permettaient de stocker, de conserver justement les grains qui avaient été récoltés à la suite des moissons. Et donc il y a un lien étroit entre la nécessité d'avoir des récipients et la révolution néolithique, l'agriculture. Bon. Dans ce domaine précis, qui est celui donc de la poterie, de la céramique, il faut d'abord noter qu'il y a deux types de céramique. Il y a tout d'abord une céramique très fine, surtout à partir du 1er siècle de notre ère, une céramique très fine en Italie, qui est destinée à la vaisselle, et qui est constitué essentiellement, c'est de l'argile qui a été cuite, mais sur lequel on a mis un certain vernis.
en Italie plus particulièrement un vernis rouge. Et alors vous avez de la céramique brute, si je puis dire, qui n'est pas vernissée. Voilà, et ce sont les deux types de céramique que l'on trouve en Italie. La première s'appelle d'ailleurs la céramique sigillée. Hein, ça vient de sigillum, qu'a donné le mot sceau, hein, en français. S-C-E-A-U, bien entendu, un sceau. Alors, maintenant, on va voir plus particulièrement comment s'opère la ventilation des travailleurs dans ce secteur qui appartient donc au secteur secondaire, à la transformation des biens. Alors, je vous l'ai dit, au 1er siècle de notre ère, on a des informations assez intéressantes pour l'Italie. Et on observe que ce travail est effectué dans de véritables entreprises qui comprennent des travailleurs qui travaillent en équipe, et on parvient, grâce aux marques qui étaient appliquées sur ces poteries, dans un certain nombre de cas, mais pas toujours, à connaître le statut social des chefs d'équipe, uniquement d'eux. Et on remarque pour l'Italie, et surtout pour l'Italie, oui, il y a beaucoup de chefs d'équipe qui sont des esclaves. Je ne sais pas si j'ai gardé les chiffres ici, je regarde. Non, je ne les ai pas gardés. Mais enfin, non, peu importe. Donc, on trouve beaucoup de chefs d'équipe qui sont donc des esclaves. En revanche, pour la Gaule du Sud, il apparaît que on a beaucoup plus de potiers qui sont des hommes libres. Je parle toujours des chefs d'équipe, hein, parce que je dirais, les esclaves qui travaillent, là on ne leur pose pas la question, n'ont pas la possibilité d'identifier leur production. C'est uniquement donc les chefs d'équipe qui marquent leur production. Il faut savoir en général que souvent les pots, la céramique était effectuée dans des ateliers, mais que pour les petits ateliers ou les potiers privés, en général, ils devaient louer un fournier le four qu'ils allaient utiliser pour la cuisson de la céramique. Donc, ils n'étaient pas suffisamment riches que pour avoir eux-mêmes un four. Alors, nous arrivons tout doucement au secteur tertiaire, où les esclaves semblent avoir été quand même assez nombreux. On n'a pas de chiffres qui permettraient de préciser les choses, mais il semble avoir été assez nombreux, donc comme commerçants, comme, comment dirais-je, comme banquiers, comme financiers, dans le secteur des services en général, mais parmi eux, beaucoup devenaient systématiquement des affranchis. Donc ils étaient libérés dans le courant de leur, entre guillemets, carrière. Donc on trouve beaucoup d'affranchis dans ce domaine-là. Je rappelle qu'un affranchi, c'est une personne qui a eu le statut d'esclave, qui est libéré par son maître, mais qui n'est pas encore tout à fait un homme libre. Il possède un statut intermédiaire. Pendant la durée de son existence, il va rester attaché à son maître tout en étant libre. Il va continuer à travailler pour lui tout en touchant un salaire,
mais il ne disposera pas sur le plan juridique de la totalité des droits des hommes libres. C'est donc un statut intermédiaire. Maintenant, si je dois faire une conclusion pour l'exposé que je vous ai donné aujourd'hui, cette conclusion sera celle-ci. La première, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans l'introduction, c'est que les esclaves ne constituent qu'une partie minoritaire des travailleurs de l'Empire romain. Je vous rappelle que pour l'ensemble de l'Empire romain, Jean Andro fait l'hypothèse qu'il n'y aurait eu que 20% d'esclaves. Donc 20% d'esclaves, ça fait sur 60 ou 70 millions d'habitants dans l'Empire, vous faites le calcul, 20 millions, donc c'est le cinquième, ça fait peut-être 12 millions d'esclaves dans l'Empire romain, au 1er siècle de notre ère. Je vous ai dit d'autre part que les esclaves sont concentrés principalement en Italie. On a étudié la propriété foncière, plus particulièrement sous l'angle de la villa n'étant qu'une des formes de gestion des propriétés foncières, donc il y a d'autres systèmes à côté des villas, et que ces villas, on les trouve principalement en Italie centrale et en Italie du Sud. On a vu également que les travailleurs libres et les esclaves travaillaient souvent en même temps. Je vous rappelle le cas des saisons chaudes, si je puis dire, pour les agriculteurs, la moisson, la fauchaison, les vendanges. On fait appel à des travailleurs libres qui doivent donc travailler avec les esclaves. Donc, ils travaillaient côte à côte. En revanche, on a très peu de cas où des chefs d'équipe commandent à des chefs d'équipe esclaves commandent à des hommes libres. Donc, dans la hiérarchie, les travailleurs libres ont quand même un statut supérieur. Mais pour le patron de l'entreprise foncière dans le domaine de l'agriculture, ou pour le patron, je dirais, d'un atelier de poterie, peu importe finalement que les travailleurs libres travaillent avec des esclaves, le souci, bien entendu, du propriétaire de l'atelier ou le propriétaire du domaine foncier est uniquement la rentabilité. Et je vous ai expliqué, ne l'oubliez pas, que le fait d'avoir des esclaves permet de tenir en laisse les travailleurs libres quant à leur revendication éventuelle d'une augmentation salariale. C'est ce qu'on appelle aussi la loi d'Hérin des salaires, qui fait référence à un économiste du XIXe siècle qui s'appelle Lassalle. Je vous rappelle aussi qu'au XIXe siècle, pour ceux qui ont lu Germinal d'Émile Zola, quand à Montsou, dans la mine de Montsou, les ouvriers, les mineurs font la grève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le propriétaire de la mine, mais les propriétaires des mines voisines aussi où il y a la grève, font appel à qui? Aux mineurs belges. Et les Belges sont considérés évidemment comme des jaunes, des salauds, puisqu'ils vont permettre la continuation de la production alors que les ouvriers français du nord de la France donc, font la grève. Donc les Belges étaient détestés parce qu'on allait chercher des Belges au-delà de la frontière. Pensez, je lisais encore un article hier, au 1er mai. Le 1er mai est une fête qui a été instituée, dans les années 1890, 1894 il me semble, mais en tout cas dont l'origine remonte à 1886, à la suite
de manifestations qui ont fait des morts à Chicago. Et ces manifestations étaient orchestrées par, entre autres, les anarchistes. Il y a eu des morts parmi les policiers. Non, il y a eu tout d'abord 2 personnes qui sont mortes parmi les manifestants, ce qui a conduit à une contre-manifestation, enfin une seconde manifestation quelques jours plus tard, où il y a eu là une bombe qui a été envoyée chez les policiers. Il y a eu autant de morts chez les policiers que chez les manifestants. Je crois que c'était 6 et 6 de chaque côté. Du coup, il y a une répression extrêmement forte, et c'est à la suite de ça, je dirais, comment dirais-je, du procès qui va suivre et qui va conduire à condamner injustement un certain nombre de personnages considérés comme meneurs, mais qui n'étaient pas du tout à la cause, qui n'étaient pas à l'origine de cet attentat, que le 1er mai va être fixé comme la fête des travailleurs et non pas la fête du travail, comme on le dit trop souvent, c'est la fête des travailleurs, et ça va devenir la fête du travail lorsque Staline, en URSS, va vouloir que les travailleurs soient bien encadrés dans ce système. Et curieusement, en France, le 1er mai est devenu une fête nationale au moment du régime de Vichy, à l'époque de Pétain, qui n'était pas vraiment un homme de gauche, c'était un conservateur, qui tenait à la terre, au monde paysan, etc. Fascisant, proche en tout cas des nazis, et c'est lui qui a établi la fête, un de ses ministres, son ministre du Travail, oui, qui a établi donc le 1er mai comme la fête du travail. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, à l'époque de Vichy, ça n'a plus rien à voir avec mon cours, mais je le dis quand même, parce que le 1er mai c'est demain, et il faut peut-être mieux savoir pourquoi on fait voilà, c'est un jour chômé. Ce jour chômé et payé pour les travailleurs, c'est en fait une décision qui remonte à l'époque des régimes totalitaires. Ce sont les régimes totalitaires. Vous savez que c'est Hitler qui a fixé le 1er mai, comme en 1933, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, comme jour chômé et payé, le 1er mai. Pourquoi? Parce que quand il arrive au pouvoir, il y a encore beaucoup de communistes, de socialistes. Il ne veut pas les avoir sur le dos, parce qu'il va bientôt les mater, les écraser, supprimer leur parti. Et donc, pour montrer qu'il est du côté des travailleurs, n'oubliez pas que dans Nazi, il y a national-socialiste. Il va vouloir, c'est un geste, je dirais, tactique pour les accuser. Le 1er mai devient jour férié obligatoire en Allemagne à ce moment-là. Pendant la guerre, il devient jour férié obligatoire pour Vichy, et c'est à l'époque de Vichy que le muguet, que l'on distribue, donc comme vous savez, à ce moment-là, le 1er mai, eh bien, que va se prendre l'habitude. Donc l'idée de distribuer du muguet, ça remonte à une époque, à l'époque de Vichy. Ça va? Parce que le muguet était blanc, et le blanc, c'était la couleur des royalistes, des conservateurs, c'était la couleur de l'Église également, et le blanc s'opposait au rouge. Et avant, justement, Vichy, on distribuait soit des églantines, soit des fleurs rouges avant le 1er mai. Et donc, vous voyez que parfois, on pose des gestes que l'on trouve parfois très sympathiques et qui remontent à des époques qui ne sont pas particulièrement. Donc, c'est bien la fête des travailleurs et pas la fête du travail, parce que le travail, c'est en fait une notion instituée par l'État qui, dans le cadre du maintien de l'ordre. Voilà. Je termine là donc mon cours. Je vais vous montrer un certain nombre de livres, comme d'habitude. Donc je vous demande encore quelques instants de patience. Ne faites pas de bruit. Alors, tout d'abord, pour replacer mon propos dans l'histoire générale, il y a tout d'abord l'histoire sociale de Rome d'Alfeuilly, chez Picard. Alors, de Jean Gagé, les classes sociales dans l'Empire romain, chez Payot. De Ramsay Macmullen, les rapports entre les classes sociales dans l'Empire romain, 50 avant Jésus-Christ, 284 après Jésus-Christ.
c'est aux éditions du Seuil, de Paul Venn, La société romaine, au Seuil. Alors si je vous montre cet ouvrage-là, c'est qu'il peut vous être utile pour le chapitre qui s'intitule Droit romain et société, c'est le chapitre 7, les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire. Alors, sous la direction d'Andrea Giardina, un grand historien italien, L'homme romain, dans la collection Point au Seuil, et cet ouvrage comprend plusieurs articles qui devraient vous intéresser. Il y en a un d'Yvon Tébert sur l'esclave, un de Jean Drault, que j'ai cité plusieurs fois, sur l'affranchi, et un de Jerzy Colendo sur le paysan. Alors, maintenant sur l'esclavage, de Christian de la Campagne, une histoire de l'esclavage de l'Antiquité à nos jours. Livre de poche. Je crois que ça vaut la peine quand même que vous lisiez ce type d'ouvrage, parce que l'esclavage, malheureusement, a constitué une grande part, a concerné une grande part de l'humanité pendant des siècles. Et une chose est de s'intéresser à l'histoire ultra-contemporaine, autre chose est de connaître l'histoire de l'humanité, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup d'esclaves dans le monde, mais au sens même juridique du terme, c'est-à-dire des gens qui travaillent sans avoir de salaire. Et je ne parle pas ici seulement des enfants. Vous savez que dans certaines régions du monde, il y a des gens qui sont attachés à leur établi, qui ne reçoivent rien, ou ils reçoivent uniquement de la nourriture voilà, parce qu'il faut de temps en temps mettre de l'huile comme dans les voitures, si vous voulez, donc c'est uniquement ça, et que nous achetons des produits qui viennent de Malaisie, de Thaïlande, d'Inde, voilà, c'est quand même fou. Et nous participons à cette exploitation indirectement. D'où l'existence d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales comme Oxfam ou quoi, qui visent au commerce équitable et qui visent à ce qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le producteur et d'autre part le consommateur. Alors, Esclaves en Grèce et à Rome, de Jean Drault et de Raymond Descartes, chez Hachette. Jean Drault, c'est celui dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc Jean Drault, ça s'écrit A-N-D-R-E-A-U. Voilà, grand spécialiste de l'économie et de la société romaine. Alors, par comparaison, je crois que, parce qu'on vit dans le même monde, de Yvon Garland, Les esclaves en Grèce ancienne, aux éditions de la Découverte, de Jean-Pierre Vernant, de Pierre Vidal-Naquet, Travail et esclavage en Grèce ancienne, chez Complexe. Alors, de Moses Finlay, L'économie antique, aux éditions du Nuit, les questions aussi bien d'histoire grecque que d'histoire romaine. De Jean Drault, déjà cité, L'économie du monde romain, chez Ellipse. Alors, de Claude Mossé, qui est une helléniste, qui était professeure à Vincennes, maintenant, elle continue à publier, mais elle doit être vraiment très très vieille. Parce que... Alors, c'est bien une femme, Claude, parce que c'est un nom qui chevauche les deux sexes. Alors, Le travail en Grèce et à Rome, dans la collection Que sais-je. Alors, un ouvrage général, mais dans lequel vous avez tout un chapitre sur les travailleurs, les esclaves, la villa romaine, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, Les structures de l'Italie romaine, de Claude Nicolet, aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio. Et enfin, parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier qu'il existe, même s'il en existe peu, il existe quand même un certain nombre d'outils, de machines dans l'Antiquité. Ce ne sont évidemment pas des machines mécaniques, elles doivent fonctionner grâce à l'énergie animale, à l'énergie humaine, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique, il ne faut quand même pas oublier. Je vous renvoie au tome 1 de l'Histoire générale des techniques, qui va des origines au XVe siècle, de Maurice Domat, aux presses universitaires de France, dans la collection Cadridge. Cette série comprend 5 volumes et ça va jusqu'à l'époque contemporaine. J'ai dit.